Et bonjour, bienvenue sur Archi Simple Business, le podcast qui t'accompagne dans le lancement de ton entreprise. Je suis Fanny, formatrice et créatrice d'Archi Simple, l'entreprise qui t'aide à créer ta présence en ligne. Freelance web autodidacte pendant 7 ans, je mets aujourd'hui mon expérience à ton service pour t'accompagner dans ton aventure entrepreneuriale et te fournir de solides bases pour réussir et pérenniser ton entreprise. Que tu sois chevronnée ou débutante, ce podcast est conçu pour toi. Je te propose des solutions concrètes et actionnables, des réflexions et stratégies efficaces pour t'épanouir dans ton activité. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par les échanges et idées que je vais te partager. C'est parti pour Archi Simple Business. On va parler des stratégies et des tendances marketing 2024 pour vous permettre de vous différencier de la masse. Aujourd'hui, on a un marché concurrentiel qui est vraiment très dense et l'idée, c'est, voilà, il y a des stratégies qui ont été mises en place. On va les voir aujourd'hui. On ira plus en détail dans ces stratégies sur comment concrètement les mettre et les appliquer dans un second live parce que il y a beaucoup de choses à voir et on n'a pas tant de temps que ça, mais en tout cas déjà planter la graine et on verra pour la suite. L'objectif, ça va être de comprendre les choses concrètement, de comprendre sur quoi on se base, qu'est-ce que c'est le marché, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie, comment ça s'actionne, etc. Et de voir quelles sont du coup celles qui existent pour bien les comprendre. Ensuite, je vais vous proposer à la fin une réflexion de vous demander, ben voilà, par rapport à ce que je sais de mon persona, par rapport à ce que je sais de mon offre, etc. Quelle est la stratégie qui semble être la plus pertinente. Donc, avant toute chose, il est important, comme je vous le disais, de comprendre les caractéristiques et les attentes du marché. Et c'est pour ça que je vous propose, en fait, voilà, de revoir un peu qu'est-ce qui fait qu'on en est là et à quoi ressemble le marché aujourd'hui. Alors, pour ce faire, je vous ai fait une petite frise chronologique où on part de 1990, hein, on va parler en dizaines, où il faut savoir qu'en 1991, le premier site web a été mis en ligne par le CERN et en 1994, donc seulement 3 ans plus tard, a débuté le lancement des sites e-commerce, notamment avec eBay et Amazon. Et là, moi, je ne sais pas vous, mais quand j'ai eu 94, ce qui est littéralement mon année de naissance, je me dis, ah oui, d'accord. Donc en fait, je suis née en même temps que les sites e-commerce. Parfait, tout va bien, ça fait 30 ans. Et du coup, donc on a voilà un marché qui se transforme déjà dès les années 90. Dans les années 2000, 2004, expansion des réseaux sociaux avec la naissance évidemment du seul, l'unique, j'ai envie de dire, de Facebook. Donc là, on lance pareil, on transforme le marché et l'avènement des smartphones en 2007 avec évidemment l'incontournable iPhone qui va vraiment transformer le marché, qui va transformer sa concurrence, qui va vraiment venir implanter de nouveaux mécanismes dans les usages de consommation chez les consommateurs. Et on continue d'avancer, donc on a vraiment une progression. Les années 90, hein, c'était il y a 30 ans. J'ai l'impression que enfin voilà, ça s'est vraiment passé très 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 vite. On a eu des gros bouleversements et transformations du marché en très peu de temps. En 2010, on a la croissance du cloud computing. Donc le cloud computing, c'est des grands mots, mais vous inquiétez pas, c'est très simple. C'est les logiciels supportés en ligne, hébergés en ligne. Donc par exemple, Canva. Canva, ça peut être ça. Ou aujourd'hui, les logiciels qu'on utilise en ligne pour la comptabilité, ce genre de choses. Donc c'est à partir de 2010 que là, il y a des nouveaux acteurs qui vont rentrer dans le marché grâce à ces innovations technologiques et qui vont accroître, agrandir encore une fois le marché et encore une fois planter des graines d'utilisation, d'usage chez le consommateur. En 2015, on a la sensibilisation aussi aux enjeux environnementaux qui commencent à voir finalement le jour avec les accords de Paris, etc. Et en 2018, bien que ça a été dit il y a bien plus longtemps que 2015, hein, mais on considère que la prise de conscience du marché est de 2015. En 2018, on a l'essor de l'économie de partage. Alors, l'économie de partage, c'est quoi? Ça va être les plateformes telles que Airbnb, de partager finalement le logement, etc. Après, on va avoir les trucs Abritel, etc., etc. Donc là, voilà, on a quand même une dizaine, 2010-2020, qui est quand même assez dense, hein, où il y a vraiment eu des transformations profondes du marché. Et en 2020, on a la fameuse pandémie du Covid-19. Alors, c'est pas du tout pour vous replonger là-dedans, bien au contraire, mais c'est pour aussi vous faire conscientiser que les événements qu'on vit, qui sont pour nous du quotidien, viennent transformer profondément le marché et ses consommateurs, donc nous. Et là, en fait, ce qui s'est passé, et moi je l'ai vraiment vu avec mon secteur d'activité, c'est que 2020, enfin en tout cas le Covid, a vraiment homogénéisé le digital.
C'est-à-dire que c'était déjà une norme, c'était déjà vraiment un usage à l'échelle mondiale quand même. Là, on n'a plus le choix. Et qu'est-ce qui est ressorti du coup de ne plus avoir le choix que d'être connecté, on devait être connecté par le digital, eh bien, il y a eu l'essor de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est la mise en place excusez-moi, des formations, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon mot, des formations, voilà, de toutes les solutions qui se sont vraiment, qui ont vraiment émergé, qui sont devenues vraiment digitales, là où avant on avait quand même une part de marché qui était sur du tangible, du concret, etc. Là, même les personnes qui faisaient des métiers très concrets, très dans le dur, se sont digitalisées. Il y a vraiment eu ce besoin, cette nécessité de la digitalisation. En 2021, on a évidemment la montée de la conscience sociale et éthique. On a aussi sur toute cette vague de 2020 la conscientisation des Ouïghours, ce qui a été un sujet quand même assez important voilà, de la condition, de l'éthique, de la provenance, de l'écologie. Donc ça monte progressivement. On voit 2015, 2020, la conscience monte sur ces sujets-là et du coup le marché se transforme, les besoins et les attentes du marché se transforment. 2022-2023, évidemment, on a l'impact de l'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT, qu'on ne présente plus, bien que j'en ferai un zoom à un moment. Et on en discutera un petit peu plus en détail. Et aujourd'hui, on a ce marché qui a vraiment une volonté qui s'axe vraiment dans le dur sur du développement durable et de la RSE, mais aussi de la personnalisation à grande échelle. Alors, dans un premier temps, développement durable, RSE, pourquoi? Ben, pour les prises de conscience écologiques, réchauffement climatique, éthique, etc. Donc, ça se confirme, en fait, on avance, ça se confirme. Personnalisation à grande échelle, pourquoi, comment et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, aujourd'hui, avec la collecte des données et l'intelligence artificielle, eh bien, les gens sont habitués à avoir des services de plus en plus spécifiques, de plus en plus personnalisés à leur identité, à leurs usages de consommation, etc. Et donc, ça lève d'un cran la barre pour nous, entrepreneurs, de ce qu'on attend de nous finalement aujourd'hui. Donc, après avoir vu tout ça, donc nos grandes évolutions, évidemment, on va voir les caractéristiques du marché. Donc, comment ça a transformé et qu'est-ce que ça implique? Eh bien, aujourd'hui, on l'a vu, on en a parlé dans le dernier live, on a une baisse de l'attention avec la surcharge de l'information et la multiplicité des médias. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a tellement, voilà, le marché s'est tellement transformé, il y a tellement d'offres, tellement de possibilités d'accès à ces informations que, on se noie un peu dans ces informations. Même, enfin, moi, vous, je veux dire, vous le ressentez aussi peut-être. On n'a jamais eu autant accès à cette information et pour autant, on surcharge parce qu'il y a la vie du quotidien, parce qu'il y a l'information, parce qu'il y a la télé, la publicité, etc. Donc, ça, c'est vraiment une caractéristique fondamentale du marché aujourd'hui et c'est un enjeu pour vous, pour nous, parce que on doit adapter les contenus qu'on propose à nos utilisateurs. Authenticité demandée. La préférence pour les marques transparentes et fidèles à leurs valeurs. Pourquoi? Eh bien parce que je vous l'ai expliqué juste au-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'on a pris conscience que justement, il y avait des dérives, que le consommateur n'est pas toujours protégé. Il y a beaucoup de scandales, que ce soit dans l'alimentaire ou autre en France et ailleurs, sur ces sujets. Donc, il y a vraiment un besoin, une demande du marché aujourd'hui, des consommateurs, d'avoir de la transparence et que, notamment le greenwashing aussi, qui est un vrai sujet. Eh bien, maintenant, on a des exigences en tant que consommateur. C'est-à-dire on a pris conscience qu'on était un petit peu, enfin, qu'on s'était fait un peu avoir. Bon, maintenant, on ne veut plus. Donc, ça, c'est une autre caractéristique. La priorité à la durabilité, donc ça encore en lien évidemment avec euh, les thématiques environnementales. Donc c'est vraiment aujourd'hui proposer des produits qui sont de qualité, qui durent dans le temps et qui respectent aussi des valeurs éthiques et morales, bien sûr, comme j'ai pu voilà, vous l'expliquer précédemment. Digitalisation accrue. Là aussi, encore une fois, prédominance des expériences d'achat en ligne personnalisées. Donc là, ça vient recouper un petit peu les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on achète essentiellement en ligne. Pas que, mais essentiellement. Si demain, vous avez besoin de quelque chose, la majorité des gens vont aller sur Amazon chercher leur tableau, etc., etc., même leurs livres. Et donc, l'enjeu pour vous différencier, quand vous faites du produit en ligne, etc., c'est de personnaliser et de spécifier, de faire en fait que l'expérience d'achat
soit vraiment une bonne expérience. Et que l'utilisateur, quand il va faire ce chemin-là, quand il va passer par vos tunnels de vente, etc., qu'il va acheter votre produit, eh ben, qu'il se sente considéré, que ça réponde voilà, à ses attentes techniques, technologiques, d'innovation et autres. Donc voilà, on parle de ça à cet endroit-là. Ensuite, les recherches d'expérience, donc désir d'interaction mémorable au-delà du produit ou du service. Donc là, c'est aussi ce que je vous disais, ça vient en lien, hein, tout est connecté. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de l'expérience. On veut se souvenir, on veut des choses intenses. On veut, malgré ce digital qui, en 2020, a pris vraiment de la place, on souhaite vraiment se connecter, on souhaite vraiment avoir des émotions. Et c'est vraiment ça aussi un point clé vous allez voir par la suite de ces tendances 2024 sur le marché. Et ensuite, il y a vraiment ce besoin, donc là aussi, hein, je fais le lien, hein, tout est relié, la communauté, la valorisation des espaces partagés et de communautés en ligne, c'est se sentir appartenir à une communauté, c'est peut-être être isolé dans son quotidien, mais finalement avoir une communauté avec qui on peut partager, avec qui on se sent exister, on se sent reconnu et compris. Parce que c'est vraiment là l'essence même hein, de nous en tant qu'humains. On a vraiment un besoin viscérale de se connecter aux gens, d'être reconnu et autres. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui caractérisent aujourd'hui notre marché. Les attentes des consommateurs. Donc là, comme ça fait vachement écho à ce que je viens de dire, je vais repasser assez rapidement. Donc on a évidemment la responsabilité éthique. Donc c'est ce que je vous disais avec l'impact écologique. La transparence, donc c'est d'où vient le produit et de quelle manière il impacte l'environnement et les humains, enfin voilà, hein, éthique. Les relations authentiques. Donc aujourd'hui, avec toutes les sessions enfin avec tout ce qu'on a pu voir de greenwashing, etc. Et puis finalement, le digital a créé une certaine distance malgré tout. Donc il y a vraiment un besoin et une envie de relations authentiques. Les innovations, donc solutions innovantes qui améliorent et facilitent le quotidien. L'inclusivité est aussi une thématique très importante, surtout chez la jeune génération, beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui, bah, les thématiques de LGBTQI+, de la place de la femme dans la société, voilà, on cherche de la diversité, on cherche, voilà, on cherche plus d'humanité. En fait, on cherche à humaniser en fait tout ça et c'est magnifique à voir vraiment. Moi, je prends beaucoup de plaisir. L'adaptabilité, car il y a un besoin de flexible face à un environnement qui change, hein. On l'a vu en 30 ans, le marché s'est complètement transformé. Il a, boum, il a fait un boom grandissant. Donc, ça change très vite et on a vraiment aujourd'hui, on se doit de s'adapter au changement et on se doit de répondre à ça chez nos consommateurs. Je fais la transition avec la fameuse pyramide de Maslow. Pourquoi je vous parle de la pyramide de Maslow? Eh bien, parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec ce que je vous ai montré jusque-là, on a vraiment évolué très vite et on peut facilement considérer que dans nos sociétés occidentales, je vais faire des généralités. Voilà, je sais que c'est pas pour tout le monde le cas, mais je me dois d'aller sur certaines généralités pour vous faire passer le message. Donc voilà, prenez les choses pour ce qu'elles sont et pas, voilà, c'est pas une prise de position ou autre. Mais dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, on peut considérer que sécurité et besoins physiologiques, donc les deux étapes d'en bas de la pyramide, sont validées. On peut considérer que la majorité des gens en France et dans notre monde occidental a accès aux besoins physiologiques, manger, dormir, boire, se vêtir, se réchauffer, etc. La sécurité, se sentir protégé physiquement, moralement, avoir un environnement stable et serein. Et par conséquent, ça fait de nous qu'on se positionne, si vous voulez, sur les strates 3, 2 et 1, qui sont l'accomplissement de soi, l'estime, l'appartenance et l'amour. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, on a fait le persona. Donc c'est la personne, c'est le public cible idéal auquel vous vous adressez. Et en fait, on peut déjà considérer de base que aujourd'hui, les gens, et ça fait écho avec tout ce qu'on vient de dire, nous sommes actuellement plus dans des recherches d'accomplissement de soi, donc de développer, d'exploiter son potentiel, d'affirmer, d'exprimer son caractère. On est en recherche d'estime, de confiance, de respect, de reconnaissance, d'appréciation. Donc là, on revient sur la thématique de la connexion à l'autre, d'humaniser, etc. Et l'appartenance et l'amour, et donc faire partie d'un groupe, recevoir de l'affection.
Vu que nos besoins primaires ont été satisfaits et sont validés, entre guillemets, on est en recherche d'autre chose. La pyramide de Maslow, ça implique que techniquement, on cherche à valider l'étape numéro 5 pour passer à l'étape numéro 4, pour passer à l'étape numéro 3. Donc on valide les besoins physiologiques pour passer à la sécurité. Une fois que la sécurité est check, appartenance et amour. Une fois qu'appartenance et amour est check, l'estime de soi, etc. Sauf que c'est pas vraiment vrai. Il faut savoir que ça, c'est une théorie qui a été qui est sortie dans les années 40, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on peut complètement considérer que vos personas, nos personas, que les personnes de manière générale, eh bien, c'est pas forcément l'un appelle l'autre, etc. Il y a cette notion que pour certaines personnes, ce qui va être plus important, ça va être l'accomplissement de soi, indépendamment de ses besoins, de sa sécurité. Il y a des gens qui font du bénévolat toute leur vie, qui ont pas forcément, qui gagnent pas forcément des milliers et des cents, mais qui s'épanouissent dans ces strates-là. Et inversement, enfin voilà, il y a plein d'exemples là-dessus qui prouvent que chaque individu reste unique et il peut avoir des préférences qui peuvent varier. Donc, je vous donne beaucoup d'informations. J'ai pas envie de vous noyer. L'idée ici, c'est de retenir quoi? C'est de retenir que globalement, besoins physiologiques et sécurité, on peut considérer que c'est validé de manière générale et que les gens vont essentiellement, donc le marché, hein, les consommateurs, vont essentiellement être dans des recherches d'appartenance, d'amour, d'estime de soi, d'accomplissement de soi, mais pas forcément dans cet ordre-là. C'est ça que je veux vous amener. Et quand vous allez vous poser la question sur votre persona, sur votre audience, référez-vous à cette pyramide-là et demandez-vous où est-ce que votre persona se situe, qu'est-ce qu'il recherche, quelles sont ses problématiques et quels sont ses désirs dans la vie. C'est ça que j'ai envie de vous amener et ça me permet voilà, de vous amener un support peut-être un peu plus graphique pour comprendre ces notions-là. Les gens n'achètent pas parce qu'ils comprennent ce qu'on leur vend, mais plutôt parce qu'ils se sentent compris. Alors ça traduit de l'anglais initialement et ça, c'est vraiment, vraiment hyper crucial. Aujourd'hui, vous devez, on se doit d'avoir un message clair. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que sans ça, de toute manière, votre message, il circule pas. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on attend en tant que consommateur, ce que les consommateurs et le marché attendent, c'est ils attendent d'être compris, d'être considérés et d'avoir cette personnalisation, comme je vous le disais un petit peu plus haut. Ça, c'est vraiment la base. Comment vous parler de stratégie marketing sans vous parler de stratégie marketing? Donc, vous le savez, j'ai une passion pour les définitions parce que vraiment, encore une fois, pour moi, savoir et comprendre, c'est la base avant d'actionner, hein, avant de rendre actionnable quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de théorie. Et donc, la stratégie marketing, c'est la feuille de route de l'entrepreneur. C'est-à-dire que la stratégie, c'est ce qui va vous permettre de vous donner une direction. Vous allez savoir où vous allez aller, quelles étapes vous allez pouvoir dérouler, comment ça va se passer, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie marketing? Eh bien, une stratégie marketing est un plan conçu pour atteindre des objectifs commerciaux en identifiant et en ciblant des opportunités de marché. Elle définit comment communiquer la valeur unique de la marque ou du produit à une audience spécifique. Et là, super important pour créer un avantage concurrentiel parce qu'on parle bien de ça. On parle bien de se différencier de la concurrence. C'est de ça qu'on parle. Le but de cette session aujourd'hui, c'est que demain, vous puissiez vraiment entamer une réflexion profonde sur comment vous, grâce à votre unicité, grâce à votre persona, grâce à tout ce qui fait que vous êtes vous en tant qu'entrepreneur, vous allez réussir à vous différencier de la concurrence. Parce que on est unique, oui, mais ça n'empêche pas qu'il y a de la concurrence. C'est pas parce qu'on est unique dans ce qu'on est, dans ce qu'on amène, dans la façon dont on l'amène, qu'on ne doit pas, hop, jouer un peu des coudes sur le marché et qu'on n'a pas de la concurrence. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et cela implique de choisir les bonnes tactiques pour attirer, engager et fidéliser les clients. Fidéliser, c'est le mot le plus important. Fidéliser les clients. Parce qu'un client qui vient une fois, c'est bien. Mais un client qui reste, un client qui vous apporte du soutien, un client qui lit une newsletter, qui vient prendre des nouvelles, etc., qui s'intéresse et qui s'implique dans la marque, ça, c'est le Saint Graal pour toute entreprise. Dans le but de maximiser les ventes et la croissance de l'entreprise, évidemment. Le but étant de vivre de nos activités, n'est-ce pas? Et donc, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a parlé de stratégie de contenu, de stratégie digitale, de machin, etc. Et là, moi, je me suis dit, oula, ça fait quand même beaucoup de stratégies, mais
quelle est concrètement la différence de l'une à l'autre? Et là, encore une fois, je pense que c'est important de vraiment comprendre en fait qui joue sur quel tableau. Donc, on a dans un premier temps la stratégie marketing. Alors, la stratégie marketing, elle concerne tous vos supports. La stratégie marketing, c'est celle qui va faire que votre entreprise va prendre telle direction. Votre entreprise au sens large. C'est-à-dire tant sur les supports physiques que les supports numériques, que vos commerciaux, que voilà, tout, tout. La stratégie marketing, ça englobe tout. La stratégie de contenu. Donc ça, on en a parlé au live dernier concernant les réseaux sociaux. Mais ça concerne pas que les réseaux sociaux. La stratégie de contenu, ça concerne les contenus. Papier, enfin print, les flyers, ça peut concerner si vous avez un journal, des articles, vos réseaux sociaux, votre newsletter, des vidéos éventuellement si vous faites du podcast ou des vidéos YouTube ou si vous faites des vidéos TikTok, etc. La stratégie de contenu, c'est la stratégie propre à vos contenus. La stratégie digitale, elle concerne uniquement les supports digitaux. Donc, j'ai même fait peut-être une erreur, j'aurais dû mettre la stratégie digitale en dessous de marketing et inversement. Inverser contenu et digital pour peut-être une meilleure compréhension. Stratégie digitale, c'est tous vos supports digitaux. Donc là, encore une fois, ça va concerner vos réseaux, ça va concerner vos articles de blog sur votre site, ça va concerner vos vidéos, ça va concerner tout ce qui va supporter en fait votre communication, tout ce qui va supporter votre entreprise. Stratégie digitale, ça concerne votre site internet, par exemple. Et votre site internet fait partie de votre stratégie digitale, euh, par exemple. Ou si vous avez de la prise de rendez-vous en ligne, ou tout ça, ça vient rentrer dans cette stratégie-là. Mais tout ça peut être englobé dans la stratégie marketing. Vous comprenez? J'espère sincèrement que vous comprenez, c'est parce que souvent, on met pas de la conscience dans les mots qu'on utilise. Et comme ils veulent tous un petit peu, mais un peu quand même dire la même chose, eh ben, on va les utiliser. Et puis moi, je me suis fait la réflexion, je me suis vraiment dit, oui, mais c'est bien d'utiliser les mots, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire concrètement? Donc là, nous, aujourd'hui, on va parler de stratégie marketing qui permettent la différenciation. Donc, ce sera stratégie marketing de différenciation. Voilà. Donc, ça pourra s'appliquer à l'intégralité de vos supports et concernera votre entreprise. Et pas juste Facebook, Instagram, ou pas juste YouTube, ou pas juste, etc. Voilà. Comment se distinguer de la concurrence? Donc là, ce qu'on va voir, c'est 5 stratégies de différenciation. Donc, stratégie marketing de différenciation qui peuvent s'appliquer à l'intégralité de votre entreprise, de votre projet, de vous, si vous êtes auto-entrepreneur. Voilà. Voilà. L'idée, c'est ça. On va en voir 5. La première, on va aller en fait comme un entonnoir. Quelques petites précisions sur ces stratégies-là. Vous pouvez en appliquer une, vous pouvez en appliquer deux, vous pouvez en associer trois. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il faut voir juste qu'est-ce qui coïncide avec votre besoin, qu'est-ce qui coïncide avec votre marché et qu'est-ce qui coïncide avec qui vous êtes, ce que vous avez envie d'amener, ce qui résonne. J'insiste encore une fois, il n'y a pas de vérité. Il y a vous qui devez aussi suivre. Vous êtes la meilleure personne, la mieux placée pour connaître votre produit, à qui vous vous adressez, etc. Vous pouvez apprendre des connaissances, ça c'est la base de ce qu'on fait là, mais super important, toujours se relier à son intuition, à ce que vous sentez. Hein. Toujours vraiment, si ça résonne ou si ça résonne pas, ne vous forcez jamais. Il faut être dans le confort, ne jamais être dans l'inconfort de faire les choses. Des fois, on a un peu d'inconfort, par exemple, s'exposer sur les réseaux, lancer. Ça, ok, on va travailler dessus, ça, c'est bon. Mais par contre, ne faites jamais quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord pour la direction de votre entreprise. Hein, très important. Ensuite, donc, la stratégie de ciblage. Alors là, c'est vraiment, on est sur du B à bas. Vous allez voir, ça fait vraiment écho à tout ce qu'on a vu jusque-là. On a parlé du persona, on a parlé, voilà, du marché, etc., etc. Donc, mais ça reste la base. Et les bases sont super importantes à comprendre. Donc, on reprend les bases, c'est OK. La stratégie de ciblage. Identifier, enfin, il s'agit d'identifier et de sélectionner des segments de marché spécifiques sur lesquels concentrer ses efforts marketing et ses ressources. Donc là, concrètement, c'est la mise en place
c'est la mise en place de son persona, de savoir qui est sa cible, de voir quels sont, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul de persona, rappelez-vous, on peut en avoir plusieurs parce qu'on peut avoir plusieurs offres. On peut aussi avoir le persona négatif, attention, hein, on en a déjà parlé aussi, c'est le client que vous ne souhaitez pas forcément avoir. Donc, finalement, la stratégie de ciblage consiste un peu, hein, est vraiment très reliée au fait de réaliser son persona, donc son avatar client. Et derrière, vous allez voir qu'il y a différents segments qui vont apparaître. Donc, ces différents segments, il y en a qui vont être pertinents par rapport à votre offre, à ce que vous avez amené, voilà, etc., à vos recherches, hein, et d'autres pas. Donc là, ça permet de faire un premier écrémage. Techniquement, la stratégie de ciblage, tout le monde l'a fait un petit peu, parce qu'encore une fois, on peut pas dire tout le monde, mes clients, c'est tout le monde. C'est pas possible. Enfin, vous pouvez le faire, je veux dire, vous pouvez le faire, mais je vous le conseille pas. Parce que derrière, si vous mettez pas en place une stratégie qui vous différencie, vous allez juste être noyé dans la masse par des mastodontes qui sont déjà présents sur le marché depuis extrêmement longtemps, etc., qui font pas spécialement d'efforts marketing pour autres, hein, mais en tout cas, ils ont le bénéfice de l'antériorité. Et donc, du coup, se spécialiser sur des segments, ça permet d'arriver, d'être frais comme un gardon et dire, bon, ben maintenant, voilà, j'adresse un message spécifique à ma cible spécifique. Donc, on a plus de chances de cibler, on a plus de chances d'interlocuter. Je sais pas si ça se dit, ça. Bon, vous me direz. Voilà, de capter l'attention et autres. Et donc, là, quelques exemples. Par exemple, c'est donc le ciblage, c'est très grossier, hein. On n'est pas sur de la niche, hein. La niche, ça arrive après. Donc par exemple, c'est Barbie ou Action Man, par exemple, cible les petites filles, donc toutes les petites filles ou tous les petits garçons. Donc la stratégie de ciblage, c'est ça, c'est qu'on va cibler des segments de marché. Donc c'est vraiment des très gros segments. On voit ça un peu comme des gros tubes. Enfin moi, je vois ça comme des gros tubes où on va mettre des catégories comme ça et se dire, OK, je cible les petites filles, je cible les petits garçons ou je cible euh, enfin voilà, après ça peut être aussi chez les ados, ça peut, etc. Alors là, je trouvais que c'était assez parlant et assez marquant pour bien qu'on comprenne, parce que je trouve que la stratégie de ciblage est un peu difficile aujourd'hui à vraiment différencier des autres stratégies, vu que c'est un peu, on le fait un peu naturellement. Donc c'est pour ça que je voulais vous mettre un peu cet exemple. Ensuite, la stratégie de niche. La stratégie de niche, elle, donc on a la stratégie de ciblage, elle va plus loin. Elle va se concentrer sur un sous-ensemble très spécifique et étroit d'un segment de marché. Une niche est souvent caractérisée par des besoins uniques, des préférences ou des identités que les solutions de marché plus larges ne satisfont pas pleinement. Donc là, beaucoup de mots. Alors, je vous mets des définitions. Je sais, c'est pas, voilà. Je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir des définitions pour en fait, pour qu'on ait le même niveau pour discuter. C'est-à-dire que vous devez comprendre de quoi je parle pour qu'on puisse discuter derrière et pouvoir enclencher des réflexions sur tout ça. Donc là, la stratégie de niche, euh, hop, on va prendre des exemples, ça va plus vous parler. C'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire un coach de vie spécialisé dans l'accompagnement des mères célibataires. Donc ça, c'est une niche, c'est-à-dire on n'est pas juste coach de vie, on est spécialisé dans les mères célibataires. Où j'ai échangé avec l'une d'entre vous, coach, sophrologue spécialisé dans le stress. Bon, bah, là, on se spécialise. Donc, c'est de la stratégie de niche. On va spécialiser l'offre ou le produit qu'on a sur, pour des personnes, pour une catégorie spécifique. Le e-commerce spécifique aussi. On n'est pas que dans du service, on peut être dans du produit. Moi, j'avais un client récemment qui, lui, m'avait demandé un site e-commerce pour vendre des produits pour la tonte de moutons, pour les gens qui font la tonte de moutons. Donc, c'était les tondeuses, c'était comment entretenir son matériel aussi. Il faisait l'entretien du matériel. Voilà, tout ce qui était dans cet univers-là. Donc là, on est sur de l'ultra niche. C'est vraiment ultra spécifique. Ça concerne un segment de marché qui est plus petit que ce qu'on a vu. Tu vois, on parlait des gros tubes. Bon, là, c'est un tube qui est vraiment plus petit, donc il y a moins de bandes passantes. Par contre, le taux de conversion est plus important et plus intéressant. Pourquoi? Bah, parce que finalement, votre cible se sent directement concernée. Vous adressez un message clair, vous lui dites clairement que vous avez compris son besoin, donc elle a besoin d'entretenir son matériel, elle a besoin de pouvoir acheter facilement avec des marques, euh, comment, des marques d'outils références sur lesquelles elle peut changer les pièces si jamais ceci, etc. Machin.
Donc tout ça, on est dans de la niche. On est vraiment dans de l'ultra, dans de l'ultra niche. Et c'est une stratégie parmi d'autres. Vous n'êtes pas obligé de vous nicher. Vraiment, c'est juste des stratégies qui existent. Il faut voir ce à quoi ça fait référence pour vous, si ça résonne pour vous, si c'est pertinent par rapport à votre offre, si c'est pertinent par rapport à votre marché, si c'est pertinent par rapport à votre persona, votre client cible. Toujours se référer à ça. Le persona, c'est la boussole de l'entrepreneur. C'est-à-dire que si on a des doutes, si on n'est pas sûr, on se réfère à lui. Et si on n'est que dans de la théorie et qu'on a besoin de confirmer, n'oubliez pas vraiment, aujourd'hui, il y a énormément de moyens. Prenez contact avec les gens. Prenez contact avec les gens. Dites-leur, voilà, j'ai une idée sur Facebook. Vous allez dans des groupes Facebook où il y aura forcément un groupe Facebook qui correspondra à votre, à ce que vous voulez proposer. Il y a forcément des gens qui se regroupent et qui ont un besoin similaire. Ça, c'est littéralement à ça que ça sert. Vous mettez un message sur le groupe. Voilà, j'ai tel projet, je souhaite machin, est-ce que je peux m'entretenir? Est-ce que voilà, et vous offrez en contrepartie, quand vous lancerez votre projet, une réduction ou ce genre de choses, vous offrez quelque chose en contrepartie. Et les gens vraiment répondent. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai un ami qui l'a fait aussi, c'est des choses qui se font, n'hésitez pas à le faire si vous avez des doutes, à vraiment confronter votre idée, en toute bienveillance, bien évidemment, mais n'hésitez pas à le faire. Ensuite, on a la stratégie que moi j'aime appeler d'humanisation. On peut aussi l'appeler le personal branding ou on peut l'appeler la stratégie d'influence. Sauf que par rapport à ce que je vous ai dit un peu plus haut, aujourd'hui, à moins que vous vouliez être influenceur, et auquel cas c'est de la stratégie d'influence, mais aujourd'hui, il y a vraiment un besoin, il y a vraiment une demande. Je pense qu'on a vraiment, en tant qu'humain, aujourd'hui, besoin de se connecter. On a besoin de créer du lien, on a besoin de l'humain. Et c'est ça qui est assez époustouflant sur le marché aujourd'hui, c'est qu'on a cette croissance fulgurante de l'innovation, de la technologie, de tous ces outils qui facilitent vraiment le quotidien à différents niveaux. Et on aime ça, on consomme ça. Ça, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment une part de marché assez impressionnante. Et en même temps, en bas, donc on a vraiment deux lignes parallèles. De façon proportionnelle, on a de plus en plus besoin de se connecter, on a de plus en plus besoin de s'identifier, d'être reconnu, d'être compris et de bienveillance. Moi là, j'insiste vraiment, et de bienveillance. On a vraiment besoin de ça, c'est ce que les gens recherchent. Alors, peut-être pas tous, mais c'est ce que les gens recherchent. Il y a une partie du marché qui recherche ça. Il y a une partie du marché qui va rentrer en résonance avec ça. Et donc, c'est hyper important d'amener de l'humain dans ce que vous faites. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous différencier. Pour toutes les marques voilà, où il n'y a pas d'humain, où on sait que si on clique sur la bulle pour poser une question, c'est un chatbot, que si ceci, que si cela, mettez de l'humain. Mettez de l'humain dans ce que vous faites et vraiment vous verrez la différence. Et indépendamment de prendre la stratégie d'humanisation, enfin indépendamment du personal branding, c'est un conseil que je vous donne. C'est vraiment mettez de l'humain dans ce que vous faites, mettez du cœur dans ce que vous faites. C'est hyper important et ça, le consommateur le voit. Vraiment, il le voit. Donc voilà. Donc la stratégie de personal branding, cette stratégie implique de mettre en avant sa personnalité, ses valeurs, ses histoires, enfin son histoire aussi, on peut vraiment en faire un récit pour créer une connexion profonde et authentique avec son audience, renforçant ainsi la loyauté et l'engagement des clients. Et c'est bien de ça qu'on parle dans la stratégie d'humanisation de personal branding. Pour moi, là, ici, il y a vraiment deux niveaux. Vous avez vraiment le niveau de juste mettre un peu d'humain. Parce qu'en fait, bah, on en a besoin, parce que voilà, le tout connecté, le tout automatisé, le tout, c'est génial, on gagne du temps. Et moi, je suis une fan inconditionnelle de ça. Mais mettez de l'humain malgré, il y a possibilité de mettre de l'humain. Et là, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour votre entreprise. Et ensuite, il y a vraiment la stratégie de personal branding qui là implique. Donc, par exemple, si je prends l'exemple des réseaux sociaux, de se mettre en avant, de parler de son parcours, ça se fait beaucoup sur LinkedIn, par exemple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises qui vont venir faire du storytelling. Donc, c'est vraiment du récit. Sur comment ils sont devenus entrepreneurs, quels sont leurs challenges, etc. Et en fait, ils vont créer une connexion ultra profonde avec leur audience
parce qu'ils vont créer du lien où les gens vont s'identifier. Ils vont se dire, ah, mais il a vécu ça et tout, ah, mais c'est incroyable, etc. Et puis en plus, ils délivrent de la valeur parce que en passant par ces étapes-là, en passant par, c'est un peu le récit du héros, en passant par ces challenges-là, il arrive derrière à tel résultat, tel résultat. Et donc, le lecteur, le- la cible, derrière se connecte finalement, se reconnaît dans la personne et ça crée vraiment une connexion. Encore une fois, ça implique de s'afficher sur les réseaux, ça implique d'être en première ligne, ça implique plein de choses. Donc c'est pas forcément bon pour tout le monde, ça correspond pas à tout le monde. Et encore une fois, il n'y a pas, c'est pas vous devez faire ça. Non, si ça résonne, ça résonne, ça résonne pas, ça résonne pas. Il n'y a pas de, il n'y a pas de règle. Il y a que ce que vous vous ressentez par rapport à ça. Quelques exemples. Anthony Bourbon de Feed. Alors, c'est pas, je l'ai mis, mais je le connais pas spécialement. C'est juste que c'est dans mes recherches, il est ressorti. Je crois qu'il passe à la télé, dans certaines. Je regarde, j'ai pas la télé, mais je crois qu'il fait une émission. Avec les jeunes entrepreneurs ou un truc comme ça. Voilà, on me l'a soufflé dans le micro, mais je crois que voilà, peut-être qu'il résonnera avec vous. Et sinon, Oprah Winfrey, par exemple, qui, pour le coup, voilà, si demain elle lançait en fait, les gens suivent Oprah Winfrey pour Oprah Winfrey. Elle est sa marque, en fait, en quelque sorte. Et derrière, elle a tellement créé une connexion profonde et authentique avec son audience que demain, elle pourrait faire n'importe quel support, elle pourrait faire n'importe quel produit, n'importe quel service. Les gens iraient consommer non pas pour le service en soi, mais pour la personne. Et c'est bien de ça qu'on parle quand on parle de personal branding. C'est-à-dire que on achète, on suit la personne pour ce qu'elle est, pour les valeurs qu'elle incarne, etc. Et pas tant pour l'offre de produits, par exemple. Il y a aussi un autre exemple qui est pertinent. Moi, je le vois dans mon entourage. Peut-être que vous connaissez Move Your Fit, qui est une chaîne, enfin, ils ont YouTube, etc. C'est des coachs sportifs. Et moi, je sais que ma belle-mère, elle suit justement, elle les suit. Donc, elle fait leur programme de sport, etc. Et peu importe qu'elle ait besoin du livre ou pas, s'ils sortent un livre, elle l'achète parce qu'en fait, elle les soutient. Et vraiment, elle aime leur univers, elle aime leurs valeurs, elle aime leur énergie. Et donc, elle a un soutien indéfectible qu'elle va vraiment apporter à cette marque-là. Donc, c'est ça la force de cette stratégie-là, mais elle a aussi ses inconvénients. Bah, c'est que demain, quand vous faites du personal branding, vous êtes votre marque. Donc, si vous souhaitez faire un business qui va tourner de lui-même la semaine de 4 heures ou ce genre de choses, bah, vous pouvez difficilement parce que vous êtes votre marque. Donc voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et ça, on le verra un petit peu plus en profondeur la semaine prochaine sur comment, enfin, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et derrière aussi comment concrètement les implanter dans votre entreprise. Et ensuite, on va avoir la stratégie de clivage. Donc, la stratégie de clivage. Je vais poser la définition et on va passer un petit peu de temps dessus. Donc, c'est l'adoption d'une position ou d'un message qui est intentionnellement polarisant, qui va diviser l'opinion afin d'attirer fermement un segment spécifique de marché. Mais du coup, il faut accepter de repousser un autre segment. Et c'est là, voilà. On est sur des stratégies qui sont peut-être un petit peu plus poussées, qui sont peut-être, voilà, elles sont. Il faut voir si ça résonne avec vous. Il n'y a pas de règle. Il faut se sentir prêt à mettre en place cette stratégie parce que bah, le clivage, ça implique que les personnes, que l'audience va prendre position. Et on l'a vu en France, dès qu'on parle de prendre position, on peut vite. Voilà, les gens prennent les choses vraiment très à cœur. Donc il faut vraiment le faire aussi de façon intelligente et qui peut aussi adhérer avec ce que vous sentez capable de faire ou non. Parce que ça implique d'avoir ben, peut-être des gens qui vont essayer de vous convaincre que ce que vous dites, ben non, c'est l'inverse, etc. Donc ça peut être aussi, voilà, il y a des avantages et des inconvénients à chaque stratégie. Et c'est vrai que le clivage, c'est très intéressant parce que pour le coup, vous imposez un message vraiment très clair, très spécifique et vous allez directement cibler le segment de marché correspondant. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'il va se sentir vraiment
directement concernés. C'est-à-dire que vous prenez position, c'est génial de prendre position, mais derrière, prendre position, ça implique aussi une certaine responsabilité et ça implique aussi un certain désavantage. Donc, c'est pas du tout pour vous faire peur sur la stratégie de clivage, il y a plein de façons de le faire, vous pouvez le faire voilà, de mille et une manières, mais c'est des choses qu'il faut quand même prendre en considération. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, par exemple le slip français. Donc eux, ils ont vraiment clivé le marché, ils ont vraiment pris position. C'est un slip, il est français, voilà. Quand on achète le slip français, on se sent patriote, on est engagé hein, quand on achète le slip français. Donc ça, c'est vraiment une super. Enfin, ils ont en plus toute leur marketing, toute leur communication. Donc vous voyez qu'on peut le faire en toute bienveillance sans avoir des haters ou sans vraiment diviser au sens négatif du terme. C'est aussi possible de le faire vraiment en toute bienveillance. Eux, ils l'ont fait avec humour et ça a tout à fait fonctionné. C'est une marque qui fonctionne. C'est une marque, on va acheter le slip français pour acheter le slip français. Donc c'est vraiment très identitaire, très marqué. Donc c'est vraiment, en termes de marketing, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, sur d'autres secteurs, il y a Camille et Justine ou encore, alors qui sont des humoristes féministes. Donc du coup là, on est sur un message qui est aussi clivant. Alors on adhère pas, on adhère pas. Ça c'est chacun voit ça, voilà. C'est pas le sujet. Mais là, en l'occurrence, on est sur un message qui est clivant, c'est-à-dire que directement, en termes d'humour, elles vont se positionner sur une thématique, le féminisme où ça leur tient à cœur, ça va être leur biais de communication, ça va être leur biais de réflexion, et c'est par là qu'elles vont passer pour communiquer et transmettre leur message humoristique, etc., ou même leur message politique ou autre, etc. Il y a aussi Nina Ramen que je suis personnellement et que je vous invite à suivre sur les réseaux. Vraiment, elle fait du copywriting. C'est une femme entrepreneur. C'est vraiment, elle est vraiment hyper intéressante. Et du coup, pareil, elle fait à la fois du personal branding, donc c'est-à-dire qu'elle incarne sa marque, elle va être vraiment au devant des réseaux, voilà, elle va s'exposer, et en même temps, elle est clivante, c'est-à-dire elle est féministe aussi. Voilà, c'est son credo, c'est ça. Et c'est ce qu'elle amène vraiment dans sa communication. Elle s'adresse aux femmes, pour les femmes, par les femmes, elle a ses idées politiques et tout qui sont exposées, qui sont mises sur la table, et donc elle clive. Mais par contre, quand elles ciblent, elles ciblent. Au même titre que Camille et Justine, quand elles vont faire leur spectacle ou autre, elles vont cibler une population. Et on peut aussi parler dans une autre mesure de la biocop. La biocop, c'est clivant. C'est-à-dire que c'est un message qui vient diviser. C'est ici, il n'y a que du bio. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Et du coup, ça amène à diviser finalement l'opinion, ça amène à diviser le segment. Ça, voilà, ils vont cibler que certaines personnes qui cherchent à acheter que du bio. Et donc, ça fonctionne. Dans un sens, ça fonctionne parce que, pour le coup, ils se sont spécialisés. Donc, c'est à la fois du ciblage hein, et à la fois de la stratégie de clivage. La dernière, la stratégie du contre-courant. Donc la stratégie du contre-courant, c'est défier les normes, les tendances dominantes et les attentes conventionnelles du marché pour se démarquer. Alors là, je vous l'ai mis à la fin parce que ça vient contredire tout ce que je viens de vous dire. Voilà, je viens un peu bousculer les lignes parce qu'encore une fois, il n'y a pas de règles. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est les grandes stratégies qui existent aujourd'hui et qu'on voit, qui ont été testées, approuvées, retestées, réapprouvées, etc. Je vous les ai mises parce qu'encore une fois, on est sur de la base, c'est important de le connaître, mais ne pas perdre sa créativité. Alors, faut pas, tout en restant cohérent avec sa marque, voilà, il faut pas non plus, ne balayons pas tout ce qu'on a vu jusque-là, mais la stratégie du contre-courant, c'est aussi une stratégie qui fonctionne. Pour les ultra créatifs, voilà, si vous avez vraiment envie de vraiment bousculer les lignes, bousculer les codes, si vous avez vraiment cette âme-là, parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire, hein, d'aller à contre-courant, parce que ben, ça implique d'aller littéralement à contre-courant, donc ça nécessite aussi peut-être plus d'efforts. Voilà, c'est une stratégie qui fonctionne aussi. Pourquoi? Eh ben, pour la simple et bonne raison que du coup, vous allez marquer les esprits. Vous n'allez pas le marquer, vous allez l'impacter. Moi, je sais j'ai mis quelques exemples de marques où
On y pense directement parce que justement, c'est à contre-courant, parce que justement, ça retient l'attention. Ces choses-là sont hyper importantes. Donc cette approche, elle permet de capter l'attention en proposant quelque chose d'unique, souvent en contradiction avec les stratégies couramment adoptées par les courants. C'est vraiment voilà, une stratégie à part qui implique d'aller vraiment à l'encontre de tout ce qu'on vient de voir. Mais vous pouvez très bien la coupler avec une autre stratégie. Par exemple, vous pouvez faire de la stratégie contre-courant en faisant du personal branding, ou vous pouvez faire une stratégie contre-courant sur de la niche, c'est tout à fait possible, ou vous pouvez avoir un message clivant en faisant une stratégie contre-courant. Donc ça peut être un message clivant qui est pas habituellement entendu ou connu. Ça peut être quelque chose d'un peu qui sort de nulle part, mais qui finalement vient résonner chez votre consommateur. Ça peut être ces choses-là. Je vais vous donner des exemples, ce sera un petit peu plus simple. Alors, par exemple, Michel et Augustin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à leur début, c'était vraiment à contre-courant. Michel et Augustin, ils se déguisaient en vaches dans Paris en plein mois de décembre. Donc, ils faisaient, je sais pas, ils devaient faire 0 degré et ils allaient distribuer des cookies pour les tester, etc. Dans leur communication, ils sont à contre-courant. C'était ce côté un peu enfantin, un peu guilleret, etc. Enfin voilà, moi je sais que Michel et Augustin, c'est vraiment une entreprise que nous on a étudié en école de commerce, et c'est vraiment, voilà, à l'époque ils ont vraiment, ils sortaient du lot et ils ont créé une nouvelle tendance justement derrière. Moi j'avais moi-même travaillé pour Bell, le groupe Bell, et ils avaient essayé de sortir un fromage, le fromage de Margot, qui était un peu dans cet univers-là. Donc ils ont créé une tendance dans leur secteur de l'alimentaire, juste par justement cette stratégie contre-courant. Donc, ça fonctionne. On peut aussi parler de Becha, qui est la marque de chaussures, une marque de basket qui se veut être complètement recyclée. Et indépendamment de ça, dans leur stratégie, Becha, il faut savoir que eux, ils ont décidé de ne pas investir dans le marketing. C'est hyper intéressant si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, eux, ils se sont dit, ils se sont posé la question, ils se sont dit, OK, d'accord, qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on lance un produit? Mais ce qui coûte le plus cher, c'est le marketing. Ça va être de faire ses publications dans le métro, ça va être de passer à la télé, etc., etc. Et donc, du coup, tous ces sous-là qu'ils auraient pu mettre dans le marketing, on va dire, classique, quand on lance une marque de chaussures, eh ben, ils ont décidé de le mettre dans leurs produits. Et donc, ils ont commencé à créer, à créer, à créer et à envahir, en fait, sur leur site, etc., à faire des partenariats. Ils ont, en fait, investi différemment. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est une marque de référence et ils n'ont pas eu à s'endetter sur, enfin très certainement, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont modéré leurs coûts en appliquant une stratégie contre-courant. C'est-à-dire que là où tout le monde, tout le flux allait dans je fais mes pubs dans le métro, je fais mes pubs à la télé, je fais mes pubs dans le journal, enfin après j'en sais rien, etc., etc. Le journal, c'est peut-être un petit peu ancien, mais enfin vous avez compris. Euh, eh ben, eux, ils ont décidé de prendre ces sous-là et de l'investir dans leurs produits, dans la qualité de leurs produits, dans le service délivré, dans leur site internet, dans leurs propositions de valeur, etc. Et c'est comme ça qu'ils se sont démarqués. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Ensuite, Free Mobile. Free Mobile, honnêtement, ça a complètement révolutionné et bousculé le marché de la téléphonie. Ils sont arrivés avec des prix tellement bas, ils ont raflé l'intégralité des étudiants à l'époque. Je le sais parce que voilà, j'étais concernée. Moi, je sais qu'avec tous mes copains, quand on était au lycée et quand on a commencé nos études, Free, c'était 10 euros par mois. Et pour la box, pour le téléphone, etc. Alors oui, ça fonctionnait pas très bien. Oui, des fois, il n'y avait pas de réseau. Oui, mais ils étaient pas chers. Et donc, du coup, ils ont complètement bousculé le marché. Et les concurrents, Orange, SFR, etc., oui, machin, ils ont été obligés de s'aligner. Donc, en allant à contre-courant, ils ont créé une nouvelle norme. Ils ont bousculé les codes du marché. Et ça, c'est vraiment super cool. Et ensuite, il y a Geneviève Gauvin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pour le coup, c'est vraiment intéressant en termes de communication. Elle fait, là, elle lance une espèce de formation avec plusieurs intervenants, etc., dans tout un tas de domaines entrepreneuriales. Et sa communication, elle est vraiment à contre-courant.
couleur fluo. Elle est hyper, je sais pas si exubérante, c'est pas le bon terme, mais elle est très charismatique. Elle se détache. Elle a les cheveux roses. Enfin voilà, ne serait-ce que dans sa communication, elle est complètement à contre-courant de ce qui se fait dans le milieu entrepreneurial, où on va être dans des tendances de bleu, on va être dans des couleurs douces, etc., pour amener de la confiance et tout. Elle est complètement explosive. Et c'est vraiment génial, genre vraiment, moi, elle a attiré mon œil et je me dis, mais attends, c'est qui cette personne? Faut que j'aille voir, quoi. Et elle est vraiment impressionnante. Donc vraiment, je vous invite aussi à aller voir ce qui se fait, c'est très intéressant. Cet épisode est désormais fini. Je te remercie d'avoir écouté le podcast Archi Simple Business. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en notant ce podcast et en mettant un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins à 7h pour le prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi tous les jeudis pour nos lives hebdomadaires. Inscris-toi dès maintenant pour recevoir les invitations et participe en direct. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Archi Simple Business.